Écrire des dialogues qui sonneraient, c'est difficile. Et vous avez peut-être déjà eu cette impression en relisant vos textes qu'il manquait quelque chose pour qu'ils marchent, mais vous n'arriviez pas à identifier quoi. Ça m'est arrivé aussi, je suis passée par là, et à force de travailler dessus, et en comparant mes dialogues à ceux des auteurs publiés, j'ai fini par comprendre où était le problème, en tout cas une partie du problème, et à élaborer des techniques pour les surmonter. C'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Le paradoxe des dialogues, c'est qu'on a l'impression qu'ils sont très familiers. On a l'impression que c'est un petit peu comme la reconstitution, la transposition à l'écrit de conversations orales et réelles. Et ça c'est le piège parce que, à mes yeux, les dialogues et les conversations de la vraie vie n'ont rien à voir. Les auteurs sont des êtres rusés et légèrement manipulateurs lorsqu'ils jouent avec les mots et qu'ils arrivent à nous créer une impression de réel qui nous fait croire que vraiment on assiste à une discussion tout à fait plausible. Sauf que c'est très différent. Et si vous vous demandez pourquoi je dis ça, je vous propose de faire une petite expérience. C'est d'enregistrer une conversation de 5 minutes et ensuite de la retranscrire à l'écrit pour voir ce que ça donne. Pour nous, pour la plupart des gens, une conversation de 5 minutes, c'est une toute petite conversation. Mais vous allez voir que ça va faire des pages et des pages et ça va vous donner à la lecture une impression d'être face à quelque chose de très long et aussi quelque chose de pas si intéressant que ça. Voilà. Pour vous qui êtes extérieur à la conversation, les informations cruciales et essentielles, elles sont assez rares. Et il y a en fait beaucoup de choses qui vont être dites, qui seront plutôt des formules de politesse, des façons d'encourager la personne à continuer à parler. Vous voyez à peu près de quoi je parle, j'imagine, c'est les « ah d'accord, oui bien sûr, ah bon », etc. Dans cette catégorie, il y a aussi tous les termes qui montrent à la personne qu'on s'intéresse à elle de manière générale et qui nous permettent d'être polis. C'est-à-dire que quand vous rencontrez quelqu'un, vous commencez par lui dire bonjour et lui demander comment elle va, par exemple. Le ça va, il n'appelle pas vraiment une réponse de type oui, non, alors en fait, j'ai un peu mal au dos. C'est un code, on s'attend à ce que la personne dise oui et ensuite on peut commencer la conversation. À quoi ça sert donc ? Ça sert à envoyer un message à l'interlocuteur et lui dire « tu m'intéresses, j'ai du respect pour toi, etc. » Mais ça n'a l'intérêt que pour les deux personnes qui parlent. Et pour les gens de l'extérieur, c'est juste le signe que la conversation se déroule. Et de manière plus générale, vous remarquerez que dans les conversations de la vie courante, il y a énormément de ce qu'on appelle le small talk. Le small talk, on pourrait traduire ça par bavardage, et c'est en fait des conversations de la vie courante qui ne visent pas à transmettre justement une information brûlante. Wikipédia définit le small talk comme un type de discours informel qui ne couvre aucun sujet fonctionnel de conversation ni aucune transaction à traiter. En substance, c'est une conversation polie sur des choses sans importance. Typiquement, le small talk, ça va être discuter du beau temps, ça va être demander à la personne ce qu'elle a fait de son week-end précédent, ou lui demander si ses enfants vont bien. Et vous remarquez d'ailleurs que quelqu'un qui demande « est-ce que tes enfants vont bien ?», la réponse est déjà dans la question. Le but, c'est d'avoir une petite conversation agréable. Et ça, c'est très important dans la vie. Je ne suis pas du tout en train de critiquer le fait de faire du small talk, j'en fais aussi. On ne peut pas avoir tout le temps des conversations intenses. Mais par contre, dans un roman, c'est très différent. Dans un roman, le small talk, ça va à la fois allonger le texte et l'alourdir. Qu'il s'agisse des formules de politesse, des invitations à continuer la conversation ou du small talk, il y a des choses qui sont dites entre les interlocuteurs qui ont une importance uniquement pour eux. Dans un roman ou dans une nouvelle, il n'y a pas d'interlocuteur. Il y a des personnages. Et le destinataire du texte, c'est le lecteur. Ce qui fait qu'en réalité, quand vous faites parler vos personnages, le but, c'est pas de transmettre un message à l'autre personnage, c'est des constructions fictives. Le but, c'est toujours de transmettre un message au lecteur. Ce qui m'amène à dire que dans un texte de fiction, les dialogues, en fait, sont une reconstruction totale qui doivent créer un effet de réel, donner l'impression d'être une conversation réelle, même s'ils ont des caractéristiques extrêmement différentes. Et en fait, le travail de l'auteur, ça va être de redonner au texte écrit une apparence de véritable échange oral. Et ça, c'est difficile.
Une fois qu'on a identifié la difficulté à écrire des dialogues, vous allez sans doute me demander comment est-ce qu'on fait pour les surmonter. Et je vais vous proposer donc mes techniques, qui bien sûr sont mes techniques à moi, qui sont personnelles, qui sont le reflet aussi de mes goûts et de ma subjectivité, mais elles vous seront peut-être utiles. Et la toute première, c'est de faire la chasse au small talk. On ne peut pas complètement l'enlever, c'est vrai. On ne peut pas enlever totalement le small talk d'un dialogue, parce que, à mes yeux, sinon ça donne un effet qui n'est pas naturel. On va avoir soit l'impression que les personnages sont pas polis, soit qu'ils sont froids, soit juste que la conversation n'a pas l'air crédible. Donc je me laisse un petit peu de small talk, mais par contre, je le limite vraiment au minimum. J'essaye de toujours en mettre le moins possible, juste ce qu'il faut pour que, à mes yeux, ça sonne crédible. Je vous propose un petit extrait de mon roman, Le Sanctuaire perdu, qui est disponible sur Wattpad, pour illustrer la façon dont je vais manier de manière économe le small talk. Bonjour Luna, fit ma mère d'un ton déférent. Est-ce que tout va bien? Nous n'attendions pas votre visite ce matin. Je viens juste prendre des nouvelles de votre fille avant son départ. Je pensais que nous pourrions rejoindre le point de rendez-vous ensemble. C'est un grand honneur que vous nous faites. Vous remarquez que toutes les politesses sont évacuées assez vite. Le personnage de la mère de l'héroïne dit bonjour et elle n'attend pas du tout que son interlocutrice lui réponde bonjour. Elle lui demande pas comment ça va, elle enchaîne. Ça, ce serait extrêmement impoli dans la vie de tous les jours. Vous ne pouvez pas, quand quelqu'un rentre chez vous, dire bonjour, qu'est-ce que tu fais là? Voilà, on attend quand même un peu de réciprocité dans l'échange. Mais dites-moi si vous pensez que je me trompe, mais à mes yeux, à l'écrit, ça passe de couper comme ça. Vous remarquez aussi qu'il y a une question, mais que le personnage n'attend pas du tout la réponse et qu'il continue à parler. Ça, c'est impossible dans la vraie vie. Dès qu'on pose une question, on fait une pause et on attend la réponse, même si c'est une réponse anodine de type oui ou non. Mais là, on peut se permettre de le faire et moi je trouve que ça donne du dynamisme à la conversation. Mais je pense qu'on peut aller encore plus loin et éviter carrément de mettre du small talk ou des formules de politesse. Pour ça, en fait, il faut faire commencer le dialogue un petit peu après le début de la conversation supposée. On fait comme si les personnages avaient déjà parlé mais qu'on ne nous l'avait pas montré. Et en fait, on met des phrases de discours, machin dit quelque chose, seulement lorsqu'on arrive à l'élément crucial et important de l'échange. Deuxième extrait, dans le chapitre 4, cette fois-ci du Sanctuaire perdu. Un peu plus tard, Karim était venu nous convier au dîner. L'alpha ne devrait plus tarder de toute façon, mais il ne se formalisera pas que le banquet commence sans lui, dit-il avec un sourire, en nous guidant jusqu'à la salle à manger. Ce qui s'est passé, on le comprend très bien, c'est que Karim est allé frapper à la porte des différents personnages, qui leur a dit bonjour ou rebonjour, comment ça va, est-ce que vous avez eu le temps de vous installer, bon, maintenant que c'est fait, venez, il faut qu'on aille manger. Là, toute la partie vraiment qui sont des échanges qui servent juste à être aimables, ou bien qui n'apportent pas d'informations parce que tout le monde dit oui, oui, ça va très bien, tout ça, on l'enlève. Il n'y a pas besoin de décrire toutes ces petites interactions parce que la phrase qui précède suffit à les suggérer et à faire comprendre au lecteur de manière implicite ce qui s'est passé. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut essayer de faire au maximum. Et personnellement, en fait, ce que j'essaye de faire, c'est que je relis mes dialogues et je me demande tout le temps, est-ce qu'il y a des choses qui pourraient être enlevées, qui ne sont pas nécessaires à la compréhension et qui sont là pour donner une impression de naturel. Il y a beaucoup de oui et de non qui peuvent très bien être enlevés. De la même façon, les merci ou les de rien, avec plaisir, etc. peuvent très très bien sauter ou alors vraiment être réduits et enchaînés avec autre chose. À côté de ça, j'ai d'autres techniques qui servent plus à donner une impression d'oralité, à faire comme si c'était un dialogue, comme si c'était quelqu'un qui parle, même si en réalité il s'agit d'un texte écrit. Donc, dans les techniques que j'utilise aussi, il y a le fait de faire des phrases les plus simples possibles pour donner l'impression d'assister à quelque chose qui pourrait être dit à l'oral. Parce que vous l'avez sans doute remarqué, on a tendance à s'exprimer de façon plus élaborée à l'écrit. Donc, pour donner une impression d'oralité, je vais faire des phrases très simples.
sujet, verbe, complément, moi je trouve que ça suffit. J'essaye au maximum, sauf quand c'est vraiment nécessaire, de ne pas mettre de propositions subordonnées. Je réduis aussi au maximum la présence des adverbes et des adjectifs. Dans les phases de dialogue, j'utilise des tournures qui sont orales que je n'utiliserai pas du tout dans la narration. C'est le cas par exemple des formules de type « c'est quelque chose qui ». Vous remarquez que je l'ai moi-même utilisé en disant « c'est le cas de ». C'est pas quelque chose que j'utiliserai spontanément à l'écrit, mais à l'oral, ça vient naturellement. De la même façon, le ne de négation, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup à l'écrit et pas beaucoup à l'oral. Donc moi, je le fais sauter. Et à l'écrit, je dirais ce n'est pas ma faute, mais à l'oral ou dans un dialogue, j'écris c'est pas ma faute. Le choix du vocabulaire compte aussi. J'essaye de ne pas trop utiliser de vocabulaire soutenu et de ne pas non plus utiliser de vocabulaire original. À la place, c'est le moment en fait où je préfère utiliser des tournures familières, voire vulgaires et grossières. S'il y a une seule chose à retenir de cette vidéo, je pense que c'est que le fait d'écrire des dialogues, c'est être un menteur et un manipulateur. Vous êtes en fait en train d'écrire, mais vous faites croire au lecteur qu'il assiste à une conversation orale. Vous faites passer de l'écrit pour de l'oral. Et de la même façon, vous faites croire au lecteur qu'il s'agit d'un échange entre deux personnalités qui se transmettent des informations, alors que tout est écrit à destination du lecteur. Une fois que vous avez compris où est la difficulté, c'est déjà beaucoup plus facile de la surmonter. Après, il y a énormément d'autres choses à dire sur l'art du dialogue. Je n'ai pas dit tout ce que j'avais à dire. Je pourrais en parler pendant des heures, mais ce serait peut-être un petit peu pénible pour vous d'écouter tout ça à la suite. Donc, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, et même dans plusieurs autres vidéos, je pense, parce que ça ne tiendra pas dans une. Et c'est le moment où je vous fais remarquer que si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment. Et puis, c'est aussi le moment de faire une bonne action, parce que vous avez remarqué que vous n'êtes pas face à une grosse chaîne YouTube. À l'heure actuelle, j'ai moins de 10 abonnés, et une confiance en moi, vraiment... J'en suis au point où n'importe quelle marque d'intérêt pour mon travail prend une importance vraiment immense et me fait vraiment très plaisir. Donc si vous n'avez pas du tout aimé cette vidéo, ne me le dites pas, partez vite. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas, c'est le moment de me le faire savoir, ne serait-ce qu'en vous abonnant, hein, mais aussi avec toutes les méthodes que vous connaissez. Je ne vais rien inventer en faisant la liste et ça fait un peu bizarre quand même. Hein. On se retrouve une prochaine fois et d'ici là, on peut se retrouver sur Instagram et sur Wattpad.